Immédiatement, j'ai voulu faire du M&A. Au final, tu gagnes des salaires qui te permettent d'avoir un bon matelas financier. Est-ce que ça reste accessible? C'est vrai que ce genre de métier aujourd'hui, c'est beaucoup de reproduction sociale. L'alternance en ce moment, c'est le truc trendy. Et justement, pas pour le M&A. Il y a très peu de fonds ou même de banques qui proposent des alternances. Quelle est cette bonne méthodologie pour rejoindre des banques en M&A? Première chose, c'est une question de timing. Il y a beaucoup moins d'offres par rapport à la demande et donc il faut s'y prendre en avance. Si on postule en ligne aujourd'hui, soit tu vas pas recevoir de réponse, soit tu vas recevoir une réponse négative. Tout ce qui est message orienté sur « oui, j'aimerais en savoir plus sur le métier », c'est un non catégorique parce que les gens n'ont pas de temps à perdre. Il y a de bonnes stratégies à mettre en place pour pousser son CV. Alors oui, il y a des moments où j'étais en train de pleurer sur le floor parce que je finissais à 3h du matin. Je vais pas vendre que du rêve. Bonjour à tous et bienvenue chez La Jobsetteuse, l'émission qui explore les parcours inspirants des acteurs de l'entreprise de demain. Je suis ravie de recevoir Chiara, qui va nous partager son parcours, un parcours inspirant, qui va surtout partager énormément de conseils, des stratégies que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui et surtout pour que vous puissiez faire évoluer votre carrière. Chiara, alors, comment vas-tu ? Écoute, merci beaucoup. Ça va très bien. Merci de m'avoir invitée. Et écoute, au plaisir de pouvoir partager un petit peu mon retour d'expérience et pouvoir conseiller un maximum de jeunes aujourd'hui, jeunes étudiants, jeunes cadres. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Mais avec plaisir. Et donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Chiara Operto. Je suis aujourd'hui la cofondatrice de Edge Skills, qui est une plateforme de mentorat et coaching personnalisé pour les étudiants qui veulent faire de la finance. Avant ça, j'ai fait un parcours assez classique, classe préparatoire en ECS. Ensuite, j'ai rejoint une école de commerce en programme grande école à l'EDEC. Je me suis spécialisée en finance et immédiatement, j'ai voulu faire du M&A, donc de la fusion-acquisition pour ceux qui connaissent pas. Et donc, j'ai fait mes 2 stages de césure, j'ai fait mon summer chez Crédit Suisse, j'ai fait mon CDI là-bas, donc j'ai commencé en CDI à Londres. Et juste après, en fait, je suis partie dans une boîte américaine en sales, donc c'est Databricks, puisque en fait, tout simplement, j'avais besoin de trouver un travail qui me permettait d'avoir du temps pour lancer mon business, en fait, mon projet entrepreneurial. Et donc maintenant, je suis à temps plein sur mon projet entrepreneurial et voilà. Hyper intéressant. J'aime beaucoup le fait que justement, tu aies fait pas mal de chiffres dans ta carrière. Moi, j'aimerais donc du coup comprendre qu'est-ce qui t'a amené en finance. Oui, alors c'est vrai que, comme je le répète souvent, initialement, c'était pas du tout le secteur vers lequel je voulais m'orienter. Je me souviens très bien, initialement, alors j'avais pas forcément d'idée claire et je pense que beaucoup vont se retrouver dans ces propos-là, mais c'est vrai qu'on est en prépa, on est dans un tunnel, on a juste qu'une seule envie, c'est de passer nos concours pour obtenir la meilleure école possible. Initialement, quand j'ai visité les écoles, j'avais pour objectif de soit travailler en start-up, soit en tout cas monter ma boîte, mais j'avais pas forcément d'idée. Et quand je suis rentrée en école, c'est vrai qu'on m'a beaucoup parlé de finance. Puis l'EDEC est quand même très réputé pour la finance. C'était un peu le métier qui cochait toutes les cases que je recherchais et surtout ça ouvre énormément de portes. Bon matelas financier, c'est un métier quand même très technique, intéressant et très formateur. Donc je me suis dit on va tester la finance, voilà, tout simplement. Ok, très bien. Et donc tu nous parles justement d'avoir fait le choix de partir en M&A. Ouais. Pourquoi la M&A ? Qu'est-ce que c'est déjà la M&A ? Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc c'est merger and acquisitions en anglais, donc fusion-acquisition. C'est tout ce qui concerne la stratégie de croissance externe d'une entreprise. Donc quand une entreprise va vouloir développer son produit, ses services, son empreinte géographique, et qui donc va racheter une autre entreprise concurrente ou non, mais en tout cas pour grossir et développer sa croissance externe. Typiquement LVMH qui a racheté Tiffany. Un deal d'ailleurs sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais chez Citi. Et donc en fait, c'est très simple. En école, nous avait parlé finance de marché. Moi, j'y comprenais rien. Je savais pas trop. Pour moi, c'était très dédié aux ingénieurs ou en tout cas aux scientifiques. Je me suis dit finance d'entreprise, tu travailles avec des entreprises du CAC 40 si tu fais du large cap, tu travailles sur la stratégie de l'entreprise. À terme, tu rentres dans la partie de négociation et relation avec le client et en tout cas des chefs d'entreprise qui sont quand même influents, que ce soit à petite ou à grande échelle. Et donc je me suis dit et en plus à terme je voulais faire du private equity, donc travailler dans un fonds d'investissement, donc on achète en levant de la dette une entreprise pour la faire grossir et la revendre ensuite après quelques années, et donc je me suis dit voilà, c'est la voie qui me correspond le mieux à l'heure actuelle. Et honnêtement aussi en école de commerce, je trouve que on a 4 branches principales.
Donc finance de marché et finance d'entreprise. Marketing, moi, ça me tentait pas du tout. Data, ça me tentait pas non plus. Conseil strat, ça me tentait pas trop parce que j'avais l'impression que, je vais peut-être être un peu dure, mais conseil strat, tu peux bosser sur une mission pendant plusieurs mois et au final, le client à la fin te dit non merci, quoi. Et ça, j'avais pas envie et je manquais un peu de côté analytique. Donc voilà, je me suis dit, je pars en finance. Finance d'entreprise, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc j'ai un petit peu fait par élimination aussi, j'avoue. Je me reconnais beaucoup dans ton parcours parce que moi aussi, je me suis retrouvée en finance d'entreprise après avoir éliminé de cette manière. Donc c'est vrai que, oui, je pense que c'est une belle voie en réalité. Et justement, il n'y a pas beaucoup de filles qui l'explorent. Est-ce que vous étiez nombreuses, toi, à faire de la M&A, à s'orienter vers cela après tes études? Ouais, alors, en stage, typiquement, j'ai toujours eu de la chance. On a été plutôt un bon ratio. Okay. Dans une équipe de 6 stagiaires chez Bryan Garnier, on était 3 filles. Ok, pas mal, bon ratio. Voilà, chez City, on était 4, on était 2 filles. Ok. En Summer, on était 5, on était 2. Non, 4. Pardon, on était 6, on était 4 filles. Ok. Et 2 garçons. Et en CDI, moi, j'étais dans l'équipe Consumer Retail, en M&A. Donc, c'est vrai que c'est peut-être le secteur qui attire le plus. On couvrait tous les deals sur le vertical mode luxe. Donc, ça a peut-être joué, mais on était quand même pas mal de femmes. Et notamment aujourd'hui, avec les nouveaux programmes au Royaume-Uni, Spring, Summer, Graduate Programme, là-bas, ils prennent beaucoup de femmes. En tout cas, ils ont des quotas. Et même, je vois que ça se normalise pas mal en France. Il y a des banques qui cherchent uniquement des filles, des femmes, en stage ou même en CDI. Donc, on était pas mal de filles, ouais. Ok. Je vais aller plus loin dans ma question. Parce que là, tu parles de stagiaires. Est-ce que lorsqu'on évolue dans l'univers de la M&A, on retrouve toujours un aussi bon ratio de filles? Ouais. Alors, jusqu'à associate, oui. Ok. Voilà. Donc, ça dure quand même, sur 8 ans, t'as quand même pas mal de filles. Moi, typiquement, quand j'étais en CDI, on était beaucoup de filles dans mon équipe. J'avais dans mon équipe aussi 2 managing directors. Donc là, c'est vers l'âge de 33, 35 ans, voire plus. Donc, c'est le niveau le plus élevé. Il y avait 2 femmes. Après, oui, en effet, c'est un métier où il y a de moins en moins de femmes, en tout cas sur la durée. C'est-à-dire que à partir de VP, il y a moins de femmes pour des raisons, pour moi, qui concernent tout simplement le fait de vouloir avoir une famille. C'est la femme qui tombe enceinte. Voilà. Aujourd'hui, on peut pas changer ça. Et donc, forcément, elle a les congés maternité. Il y a bien quelqu'un qui doit s'occuper à un moment de cette période-là de l'enfant. Donc, c'est sûrement dû à ces raisons-là, quoi. Je pense que c'est encore un petit problème structurel. Ouais, voilà, oui. Tout simplement. Donc oui, c'est un métier qui est très demandant. Après, c'est un métier qui, plus tu as de la seniorité, plus tu as de flexibilité. Alors, à moindre niveau, la flexibilité, j'entends, attention, télétravail, pouvoir rester à la maison. Moi, je sais que ma MD, elle est tombée enceinte. Elle était souvent à la maison, il n'y avait aucun problème. Elle bossait beaucoup, mais elle pouvait travailler de la maison. Ok. Donc aujourd'hui, il y a quand même une volonté, ou en tout cas, il y a la possibilité, lorsqu'on évolue, de finalement retrouver en fait cette possibilité-là de balancer, de trouver un équilibre entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Ouais, après le M&A, c'est quand même assez particulier, je pense, je vais être honnête là-dessus. Ça implique quand même un certain rythme, et même en tant que senior. Donc, et puis, je pense que même en finance de marché ou dans des postes à haute responsabilité, ça demande toujours beaucoup de temps et d'engagement et de sacrifice. C'est pas... je pense que même tu es à la tête, je sais pas, directeur marketing de LVMH. Je pense que clairement, tu n'as pas des horaires faciles non plus. Ou en tout cas, tu dois être souvent disponible. Ok, donc avant d'entrer vraiment sur la partie entretien d'embauche, qui est donc entretien d'embauche et même, je dirais, candidature de manière générale, pour partager vraiment tes tips sur comment rejoindre justement cet univers-là, j'aimerais comprendre, en fait, tu nous as parlé du fait que tu es passé par la case prépa. Est-ce que tu penses que c'est une case obligatoire pour justement aller vers cette voie-là? Et dans un second temps, est-ce qu'il faut avoir fait les meilleures écoles de France? Donc, en l'occurrence, je dirais pas top 3, mais voilà, des postes prépa. Quelle est ta vision de cela? Ouais, alors c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai tournant autour de l'éducation, de la formation, des écoles supérieures et des écoles de commerce. La prépa est encore très présente. En tout cas, dans le système français, ça reste quand même une voie très reconnue, très prisée. Les recruteurs, en tout cas en finance, vont aller regarder sur le CV si la
case prépa a été cochée. Cependant, aujourd'hui, il y a encore énormément, il y a d'autres voies qui, notamment le parcours AST qui permet de rejoindre le programme grande école et donc de pouvoir rejoindre les formations, le secteur de la finance qui aujourd'hui est très concurrentiel. Peu d'offres par rapport à beaucoup de demandes. Après, encore une fois, non, la prépa aujourd'hui n'est pas une case obligatoire à cocher. Tout dépend aussi de la volonté de vouloir aller à l'international. À l'international, la classe préparatoire n'est absolument pas connue. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et encore une fois, il y a encore beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, tout s'obtient par le réseau aussi. Alors, pas tout, mais en tout cas, ça fait une grosse partie, exactement, pour obtenir ces entretiens et passer ces process. Et ensuite, par rapport au M&A plus spécifiquement, non, on n'est pas obligé. Alors, pour intégrer les meilleures banques le plus rapidement possible, oui, forcément, le top 3, le top 5, un Dauphine en Master Finance, un Sciences Po va être privilégié par rapport aux écoles du top 10. Après, encore une fois, moi, j'ai des étudiants qui sont dans des écoles du type GM, Audencia, Schema, qui est d'ailleurs en train de gravir les échelons grâce à son Master en Finance, ou même d'autres écoles, Cage, plus basses dans le classement. En mettant en place la bonne méthodologie, tu peux arriver à rentrer en fait dans ce secteur-là. Après, bien évidemment, comme je le disais, le chemin est long par rapport à un étudiant qui a fait une école plus prestigieuse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions là-dessus. Mais voilà, la France reste encore un petit peu un système old school, à mon sens, avec certaines cases à cocher, pour rejoindre ce genre de milieu. Ouais. Ok. Et du coup, donc tu fais le choix d'aller vers Londres plutôt que bosser à Paris. Oui. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que pendant mon stage, alors j'avais la plupart, ma vie perso était à Paris. Copains, potes, voilà, tout était à Paris. Mais ça m'avait frustrée pendant mon stage chez City. Je finissais hyper tard tous les soirs. Le vendredi, je finissais tard. Moi, j'avais mes potes qui me proposaient d'aller boire des verres à 18h. J'avais pas forcément le temps de faire du sport. Et puis, moi, j'avais besoin de changement. Moi, je viens du Sud. J'appréciais pas forcément Paris. Et je sais pas pourquoi Londres m'a toujours attirée. Du coup, tu t'es dit plus haut. Ouais, mais tu vois, le temps, ça, il est équivalent. Et il est peut-être meilleur qu'à Londres. Ce week-end, j'étais à Londres et il faisait super beau comparé à Paris, il faisait pas beau. Ok. Donc, je me suis dit, j'avais besoin de changement. Puis, j'ai toujours apprécié Londres. Et pour le coup, pour la finance, c'est quand même le Graal en termes de réseau. Et puis, tout le monde a le même rythme là-bas, parce que la plupart du temps, les gens sont en finance. Et j'avais besoin de faire de nouvelles rencontres, de sortir un petit peu de ma zone de confort. Et pour le coup, je suis très contente d'avoir fait ce choix, parce que Londres, je préfère largement à Paris. J'ai rencontré des gens incroyables. Et voilà, donc je recommande vraiment aujourd'hui de saisir l'opportunité, si vous en avez l'opportunité, puisque c'est d'autant plus dur aujourd'hui avec le Brexit de travailler là-bas, quoi. Donc aujourd'hui, tu dirais que voilà, pour quelqu'un qui a envie de s'orienter vers cette voie-là, à Londres, c'est compliqué. Est-ce que tu recommanderais quand même de tenter, ou est-ce que alors pour les stages, ça peut être compliqué, parce que justement, pour des stages de 6 mois, les entreprises vont pas forcément sponsoriser le visa. Okay. Par contre, aujourd'hui, que ce soit sur les graduate programmes, les spring ou les summer, qui ont été des programmes en fait conçus pour donc les spring plutôt pré-master M1 et les summer plutôt pour des personnes qui vont commencer leur césure et ensuite faire leur M2. Donc, ce sont des programmes qui sont conçus justement pour donner l'opportunité à des étudiants de rentrer dans les grosses banques. Et là, dans ce cas-là, le visa est sponsorisé. Moi, j'y étais en plein Brexit, donc il y avait pas de souci là-dessus. C'est compliqué, mais c'est possible. Et donc, moi, je recommande vraiment de postuler à tous ces programmes-là qui te donnent l'opportunité de choisir. J'ai aussi des personnes qui ont commencé leur CDI à Paris, dans des structures qui étaient plutôt à l'international et qui ont ensuite demandé de faire une rotation à Londres. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les États-Unis. D'accord. Donc, je retiens qu'il y a quand même pas mal de possibilités de mobilité aussi à saisir. Et donc, ok. Donc, c'est quelque chose tu recommandes quand même de tenter, en fait, surtout en CDI, quoi, finalement. Exactement. C'est une belle opportunité, je pense, pour ceux qui veulent bouger, en tout cas. Ok. Donc, très bien. Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que il y avait une bonne méthodologie pour rejoindre justement des banques en M&A. Quelle est cette bonne méthodologie ? Oui, alors première chose, c'est une question de timing, comme je l'ai dit souvent. Et puis en école, on nous renseigne pas du tout là-dessus, mais on se dit je dois commencer mon stage en juillet. Si je m'y prends en janvier, c'est ok. Pas du tout. En M&A, comme je disais, aujourd'hui, et je travaille avec des RH, des banques, et donc c'est
j'ai Tu as des les faits. data Exactement. l'interne. Il y a beaucoup moins d'offres par rapport à la demande, et donc il faut s'y prendre en avance. Moi, je recommande entre 8 mois et 1 an en avance. C'est énorme, mais c'est comme ça. Finalement, c'est un peu le rythme des cabinets, hein, donc Ouais. tout ce qui est Big Four, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. En M&A, là, pour ceux qui cherchent en juillet, beaucoup de banques, en tout cas Bulge Bracket, banques américaines, Elite Boutique, ont déjà commencé, voire finalisé les process. Donc ça va super vite. Donc en termes de timing, déjà, première chose. Deuxième chose, c'est bête, c'est tout bête, hein, mais un bon CV, c'est la première impression qu'on va donner. Et aujourd'hui, encore une fois, je vois trop de CV qui sont pas faits correctement. Je sais pas pourquoi en école, on n'a toujours pas le bon template, mais je vois des CV type marketing, je vois des CV avec des couleurs, je vois des CV qui ne sont pas en anglais la plupart du temps, ou la plupart des structures cherchent un CV en anglais. Je vois encore des CV avec des photos, je vois des CV sans expérience extrascolaire, alors que ce sont des choses qui sont quand même très importantes et regardées par les recruteurs. Donc voilà, déjà un bon CV, c'est hyper important, et c'est généralement une partie sur laquelle je passe du temps avec mes étudiants, parce que c'est la première impression qu'on va dégager. Bon, lettre de motivation, un peu moins regardée en France, mais ça reste quand même important, surtout pour les candidatures spontanées. Et enfin, la partie la plus importante, sans négliger bien évidemment la préparation technique et fit, dont éventuellement on reparlera là-dessus, c'est le networking. C'est la construction du réseau. L'école de commerce, aujourd'hui, te donne accès à un réseau. Et encore, beaucoup d'écoles de commerce n'ont pas ce réseau alumni fort. L'EDEC est en train d'ailleurs d'y travailler. Mais c'est le networking. C'est-à-dire que si on postule en ligne aujourd'hui, soit tu vas pas recevoir de réponse, soit tu vas recevoir une réponse négative. Ça, j'entends, ça marche pour les stages en France de 6 mois dans les banques, les boutiques. Les banques américaines, les process sont un petit peu différents. Il faut postuler en ligne, et c'est comme ça que ça marche la plupart du temps pour les process. Et donc, le networking, ça va passer par la case candidature spontanée. Donc, envoyer un mail à la RH ou à l'adresse mail de candidature. Ça va passer par LinkedIn, réseau puissant aujourd'hui à leverager à fond. Donc, contacter les alumni de ton école, les stagiaires et les analystes qui vont, eux, te donner les insights sur les process de recrutement, sur la culture, sans tabou, on va pas se mentir, parce que ils te le disent de façon très ouverte. Contacter aussi par mail et par LinkedIn les personnes plus seniors qui, eux, vont pouvoir te donner une vision de la structure, mais d'un point de vue un peu plus, comment dire, structuré, et en tout cas, voilà, avec une seniorité et un recul un peu plus poussé. Et ce sont aussi des personnes qui vont pouvoir te recommander. Donc voilà, je parle de associate, VP, MD, bien que les analystes et les stagiaires aujourd'hui sont aussi inclus dans le process de recrutement. Donc voilà un petit peu les 3 biais de networking qu'il faut leverager. Et enfin, la préparation. Ouais. Ok. Et avant qu'on arrive à ce stade-là, je vais t'interrompre. Qu'est-ce que c'est un bon message LinkedIn à envoyer, justement? Parce que moi, j'aime bien les exemples concrets. Ouais, bien sûr. Alors, pour les alumni, moi, c'est pour ça, mes étudiants, je leur donne un petit template, après on le retravaille. Ok. Pour les seniors, surtout en M&A, ce sont des personnes qui en reçoivent énormément. Ils n'ont pas forcément le temps, alors moins que les stagiaires analystes, mais ils vont rechercher des messages un peu originaux, en tout cas des étudiants qui sont intéressés. Tout ce qui est message orienté sur oui, j'aimerais en savoir plus sur le métier, c'est un non catégorique, parce que les gens n'ont pas de temps à perdre. Tu es censé arriver quand même avec une idée de ce qu'est le métier. Donc, il faut aller droit au but, c'est-à-dire se présenter rapidement, nom, prénom. Moi, je disais bonjour, merci pour la connexion. Déjà, pas envoyer de notes, ça ne sert à rien. Connectez-vous, et dès que vous avez l'acceptation, envoyez un message. Mais bonjour, je m'appelle Caro Perto, je suis actuellement étudiante en Master 2 à l'EDEC Nice en finance. J'ai vu que tu étais actuellement, bon là je fais plus d'un point de vue stagiaire, j'ai vu que tu étais... voilà, que tu travaillais chez Bryan Garnier dans l'équipe TMT. J'ai récemment vu et étudié le deal récent de et la XX. Est-ce que tu serais disponible pour en parler, puisque je cherche notamment un stage à compter de juillet, un stage de 6 mois à compter de juillet 2020, à l'époque c'était 2021. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour en discuter? Je te joins également mon CV. Voilà, bien à toi, bonne journée. Stagiaire analyste, tu peux aller droit au but, ils savent, ils sont passés par cette case-là. Après, ils en reçoivent beaucoup, donc si vous arrivez à tirer un petit peu l'épingle du jeu, soit parce que vous avez fait la même asso, soit parce qu'il a posté un truc sympa sur LinkedIn, soit via un deal, mettez-le en avant. Pour les RH, bon, ça reste des mails assez structurés.
Mettez votre CV, votre lettre de motivation, dites rapidement qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'entreprise. Et pour un MD/VP, si c'est LinkedIn, par contre, phrase d'accroche sur un post qu'il a mis, sur un deal sur lequel il a travaillé, typiquement bonjour Monsieur X, félicitations pour le deal que vous venez de closer. J'ai vu que vous l'avez posté dans votre post récent. Généralement, j'utilisais ce petit trick-là. Dans mon association, j'ai lancé une initiative afin de présenter un deal chaque semaine, que ce soit en small, en mid et en large cap. Je suis fortement intéressée. Cette semaine, j'ai décidé de mettre en avant un deal de Brian Garnier. Est-ce qu'on pourrait discuter rapidement, sachant qu'également je cherche mon stage de 6 mois à compter de juillet. Donc j'aimerais en parler avec vous pour avoir également votre retour d'expérience. Voilà. Et c'est un message un petit peu original qui permet de briser la glace et pas de juste parler, d'envoyer un message type qu'ils reçoivent de 10 000 étudiants, quoi. Excellent. Et du coup, donc, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qui différencie la personne qui a son CV qui se retrouve poussé auprès du MD, etc., en tout cas auprès des RH, versus la personne après l'entretien, du coup, avec cet analyste, cette personne se retrouve en fait à pas avoir de suite. Qu'est-ce qui crée finalement le déclic après l'échange, c'est ça. Après l'échange qu'on a eu, une fois que ceci est dit, une fois qu'on a eu cet échange, qu'est-ce qui différencie celui qui va avoir son CV qui est poussé de celui qui l'aura pas? Alors déjà, il y a de bonnes stratégies à mettre en place pour pousser son CV, tout simplement. Moi, en tout cas dans les boutiques ou dans les banques, tous les CV qui sont passés, que ce soit par les stagiaires, les analystes, les MD, ils sont... en tout cas, ils passent l'entretien. Ils sont censés passer l'entretien et recevoir le premier appel. Il y a des stratégies. Il y a des étudiants, encore aujourd'hui, qui, quand communiquent avec, mais même des stagiaires ou des analystes, soit ils arrivent avec des questions trop préfaites, et donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion. Et donc, forcément, aujourd'hui... Ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Et puis, le mec, il reçoit je ne sais combien de messages. Franchement, poser les questions, c'est quoi le process de recrutement, sans même au début s'intéresser à la personne, ça ne marchera pas. Et je pense qu'on a trop encore ce préjugé en finance, c'est des personnes qui sont là pour parler que de travail, ce sont des personnes trop sérieuses, donc il faut y aller trop sérieux. Moi, je suis pas de cet avis-là. Donc vraiment, essayer de s'intéresser à la personne, donc lui poser des questions sur son parcours, briser un petit peu la glace. Moi, je sais que je posais un petit peu des questions aussi. Je sais que le M&A, clairement, on n'a pas le temps de tout faire. C'est quoi, au sein de l'équipe, est-ce que tu arrives un petit peu à faire du sport? Comment vous organisez? Est-ce que vous organisez des choses en équipe? Est-ce que tu as le temps de pratiquer, je sais pas, ta passion? Est-ce que tu en as? Comment tu gères un petit peu ton temps? Ça, c'est des questions où les personnes, elles aiment bien en parler. Et puis, tu peux lui dire, si vous tombez sur une passion commune, c'est incroyable. Parce que là, c'est bingo, c'est gagné. Et le but, à la fin de l'échange, c'est que la personne se dise, OK, la personne, elle est smart, elle écoute ce que je lui dis, ce que je lui raconte, elle sait rebondir sur ce que je lui dis. Et surtout, elle est sympa, donc j'ai envie de travailler avec cette personne, quoi. Et donc ça fait la vraie différence. Et c'est comme ça que généralement, à la fin de l'échange, la personne va se dire, d'ailleurs, je vais passer ton CV et tout, trop cool, je vais lui passer et la personne reviendra vers toi. Si ce n'est pas le cas, si on ne te le propose pas, ça ne veut pas dire que la personne, elle n'est pas intéressée. Mais tu peux le demander de façon subtile en disant écoute, merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais bien rejoindre la structure. Je sais, j'ai postulé en ligne, mais est-ce que tu sais si les CV sont passés en interne? Est-ce que je peux directement contacter la RH? Ou est-ce que tu auras un petit conseil à me donner pour que je puisse appuyer ma candidature? Et là, tu vois ce que la personne te dit. Est-ce que c'est assez systématique que la personne, quand elle t'aime bien, elle te propose direct de passer ton CV? Ou alors est-ce que c'est encore quelque chose pour lequel il faut pousser? Non, franchement, dans les boutiques en M&A et même dans les structures un peu plus grosses, c'est vrai que j'ai souvent des questions, oui, mais c'est dur de faire pousser un CV de quelqu'un qu'on connaît pas. Mais généralement, on a ce feeling-là. Au bout de 5-10 minutes, on peut savoir si un candidat peut être a du potentiel ou non. Et ça se fait beaucoup. Aujourd'hui, dans les boutiques et dans les banques, même françaises, ce sont les opérationnels qui vont pousser le CV et qui vont un petit peu passer le premier screening, quoi, via tous ces messages, via tous ces appels. Donc non, aujourd'hui, c'est en train de se normaliser. Après, encore une fois, il faut savoir se démarquer lors de l'appel, quoi.
Bien sûr. Et donc, en termes de compétences techniques, qu'est-ce qu'il faut avoir concrètement pour rejoindre justement une boutique M&A ou alors une grosse banque? Alors, sur la partie technique, je pourrais en parler pendant des heures, hein, parce que il y a tellement de chapitres. Enfin, il y a un chapitre sur toute la partie compta, que ce soit compta française ou même anglaise. Surtout si vous passez des entretiens dans des banques américaines. Toute la partie sur la valorisation de l'entreprise, le bridge, l'equity value, toute la partie valo, donc les 3 méthodes de valo principales, le LBO, enfin il y a toutes ces parties-là, le merger model, PowerPoint, Excel, donc il y a toutes ces skills-là, tous ces chapitres un petit peu théoriques à maîtriser. Et encore une fois, en école, moi je me souviens, déjà j'allais pas en cours et c'est mal ce que je dis, mais c'est vrai. Et puis les cours ne servaient strictement à rien. Donc c'est vrai que aujourd'hui, il y en a qui prennent des formations, mais il y en a aussi on peut se renseigner aussi en ligne, on a des documents qui tournent. Moi, je me souviens, je m'en suis sortie. Moi, j'avais utilisé TrainingView à l'époque, qui m'avait un petit peu aidé. Mais les compétences techniques, oui, c'est tous ces chapitres-là, et surtout comprendre les concepts. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui apprennent par cœur, et moi, ça a été mon erreur initiale d'apprendre tout bêtement et de me dire, on va me poser la question et puis ça va retomber comme ça. En fait, le recruteur en face, il voit très vite si tu comprends ou pas. Et donc, aller plus loin pour montrer que tu t'es renseigné sur le secteur, que tu développes une vraie expertise et que tu comprends comment appliquer ça dans la vie de tous les jours et au sein de ton stage ou au sein de ton CDI. Il y a des ressources particulières que tu recommandes? Forcément, moi, j'avais commencé par faire les 4 questions de Breaking to Wall Street. Après, c'est pas forcément suffisant. Le Vernimen, c'est un gros document, enfin, c'est un gros livre, mais c'est vraiment pas pour commencer. Moi, j'avais utilisé TrainingView pour les bases. Et en fait, le truc aujourd'hui, et c'est pourquoi on pose souvent la question, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens prennent ta formation et ne vont pas utiliser que les ressources gratuites, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils vont aller beaucoup plus loin en entretien. Moi, je sais que j'avais dû passer au moins 20 entretiens avant d'avoir une offre, quoi. 20 entretiens? Ouais, et c'était super dur. Mais avec combien de banques? Ah, mais avec 20 banques différentes. 20 banques différentes. Ah oui, ouais. Ok. Parce que et j'avais chaque pas banque du tout... avait combien d'entretiens? Ouais, 4. Ah oui, 4. Ouais, donc, à peu près 3 ou 4, tu vois. Parfois, je me faisais sortir au bout du premier, parce que mon premier entretien était chez Lazare, alors comment te dire que c'était horrible pour un premier entretien. Mais en fait, le truc, c'est que faut être parfait et irréprochable dès le premier. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'après chaque entretien, je me notais toutes les questions que j'avais, je les retravaillais, j'allais en profondeur, j'allais me renseigner. Ça prenait du temps. Ce que je recommande aussi, c'est de vous faire passer des entretiens. Enfin, les étudiants, moi, ce que je faisais avec mes potes, on se faisait passer des entretiens blancs entre nous. Bon, alors, faut avoir quelqu'un de prêt en face. Mais c'est ce qu'on faisait. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre de te louper sur une question, quoi. Moi, avant, je pouvais me rater 2 questions et trouver ça OK. Bon, c'est bon, elle a compris. Elle sait rebondir, on l'a fait passer au prochain. Donc, oui, vous pouvez vous renseigner sur Internet. 400 questions de Breaking to Wall Street, Vernimen. Ça, c'est plus les trucs gratuits. Et surtout, leverager aussi vos alumni et les personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui sont prêtes à vous faire passer des entretiens. Mais typiquement, aujourd'hui, c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui va se dire je vais te faire passer 1 heure d'entretien gratis. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui font ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des tips particuliers que tu donnerais pour réussir son entretien, du coup? Alors là, je dirais déjà maîtriser la technique, comme Bien j'ai sûr. dit, ça montrer que tu as une vraie expertise, que tu t'es quand même intéressé, donc avoir une culture aussi du secteur, regarder les transactions récentes, se renseigner sur un deal en particulier qui a été fait par la banque ou la boutique, voir qu'on l'a compris. Donc ça passe aussi par se renseigner de son côté, au-delà des connaissances techniques que vous allez développer en entretien, via les révisions que vous allez faire. Alors moi, par contre, pour se démarquer, ça va être le fit. Et là, encore une fois, je compare au Royaume-Uni, aux personnes, même des écoles en Italie, enfin la Bocconi, en Espagne, enfin bref, ils sont super bons en fit. Mais alors en France, on est nul parce qu'on se dit, on est bon en technique, donc ça suffit. Donc bien savoir se présenter, savoir l'elevator pitch, donc les écoles appellent ça comme ça, mais sinon c'est juste la question présente-toi. Il faut avoir une structure parfaite. Et donc structure parfaite, c'est petite phrase d'introduction, déjà saluer, dire bonjour. Il y a des gens qui disent je m'appelle Chiara Operto sans dire bonjour. Donc situation actuelle, comme je disais, l'école, le diplôme actuel. Commencer par un petit paragraphe en parlant des expériences professionnelles ou du moins montrer en quoi on était attiré par ce domaine, la finance et particulièrement le M&A, private equity, VC, enfin peu importe. Un paragraphe que tout le monde sous-estime, et il y en a plein qui disent ça ne sert à rien. Moi, je trouve pas, et je vais vous dire pourquoi. C'est l'expérience sur tes passions, tes hobbies.
en M&A, les gens qui disent je suis passionné par la finance, j'adore ça. Enfin, non, c'est pas possible. En plus, si on n'en a pas fait, comment on peut être passionné par quelque chose qu'on n'a pas expérimenté? Et donc, en fait, encore une fois, je disais, dans ce milieu-là, on bosse tellement d'heures, on finit parfois tellement tard qu'on a envie d'être avec des personnes qui sont sympas, avec qui on se projette. C'est un peu comme un engagement, quoi. On s'engage à travailler jusqu'à 4 heures du matin avec ces personnes-là. Donc, parlez de vos passions, parlez de vos hobbies. Ils adorent les gens qui font du sport. Ils adorent les gens qui ont monté des projets. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et ensuite, à la fin, ça aussi, c'est un paragraphe, ou en tout cas une partie qu'on oublie, de remercier, de conclure et de dire bon bah merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ravi de répondre aux questions que vous avez, voilà, merci beaucoup. Et ça, cette structure-là, elle est top. Et moi, ça m'a sauvée dans un entretien pour mon CDI, dans un petit fonds en mid, où en fait, il s'avérait que le mec faisait de l'équitation. Alors c'était hyper rare. Moi, j'en avais fait au niveau. En fait, ça m'a sauvée. Pendant 15 minutes, on a parlé d'équitation. Et les 15 autres minutes, on a fait un peu de technique. Mais déjà, bingo, tu sais bien te présenter, tu peux gagner des points, quoi. Ok, très clair. Et donc, pour quelqu'un qui a commencé sa carrière, je dis n'importe quoi, en TS ou alors en audit, est-ce que c'est possible de faire ce shift-là? Parce que du coup, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont envie finalement de s'orienter vers cette voie-là, après avoir peut-être commencé par des voies qui leur correspondaient moins. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de pas faire une alternance, mais plutôt de se lancer. Alors, je sais que l'alternance, c'est cool, mais vraiment, essayer de faire 2 fois 6 mois de stage. Tu donnes une populaire opinion, hein. Ouais. L'alternance, en ce moment, c'est le truc trendy. Ouais, et justement, pas pour le M&A. Pour tout ce qui est M&A, private equity, parce que déjà, il y a très peu de fonds ou même de banques qui proposent des alternances. Et surtout, ça répond en fait à la problématique de je fais une alternance d'1 an. Imagine, j'aime pas l'audit. Il n'y a pas de stage après, tu t'es un petit peu coincé. Je trouve que les stages... Alors oui, ça a un énorme avantage financier, mais le fait de pouvoir faire 2 stages de 6 mois, enfin stage de fin d'études, ça te laisse quand même 3 chances. Voilà. Ensuite, le M&A, oui, tu vois, si tu fais de l'audit ou du TS en première partie de césure, c'est possible par la suite. Ou même en CDI. Hein. Ouais, mais du coup, CDI, c'est beaucoup plus long. Tu vois, un étudiant qui fait 6 mois d'audit, il peut ensuite rejoindre le M&A pour un 2e stage de 6 mois. 3e stage de fin d'études, tu fais du M&A, tu peux convertir et rentrer direct. Quand tu fais 2 ou 3 ans d'audit, tu te retrouves en CDI face à de la concurrence de personnes qui sont déjà en M&A depuis 3 ans. Donc oui, c'est possible, mais encore une fois, le chemin est plus long et c'est dur de rejoindre certaines structures du type Goldman Sachs après 3 ans d'audit. Parce que les Goldman Sachs, ça va être ça va être des personnes qui ont fait 2 ou 3 ans dans des structures, dans de grosses boutiques en M&A, même plus petites boutiques, mais c'est des personnes qui ont de l'expertise. Donc oui, c'est possible, mais le chemin est beaucoup plus long et les structures accessibles sont plus petites. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je recommande à fond, si vous voulez faire du M&A ou du private equity, faites des stages de 6 mois. Vraiment. En plus, vous êtes bien payé en stage, donc en vrai... On est sur quel niveau de salaire, justement? Aujourd'hui, on tourne autour du... franchement, en large cap, on est entre le 2300 et ça monte jusqu'à 4500. Ok. Ça, c'est Bank of America, le plus haut. Donc ça va. Franchement, c'est de beaux salaires en stage. Oui. Très beaux salaires. Sinon, on va tourner autour de entre 1700 et 2000. Ok. Voilà, et pour les plus petites structures, on descend autour de 1500 par mois. Ok. Très bien. Et au niveau, lorsqu'on est plutôt en CDI, etc. Ouais. Donc, si tu devais donner un petit peu les niveaux de salaire, une fourchette. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, tout dépend encore une fois des structures. Je vais parler des plus grosses. En tout cas, moi, j'étais chez Crédit Suisse, qui ont des salaires standards équivalents, en tout cas au fixe par rapport à Goldman, JP, Morgan Stanley. Moi, j'étais à 70 000 pounds fixe par an, sans bonus. Du coup, je vais parler du bonus après. Les Goldman, les JP s'alignent aussi à ça. En France, du coup, c'était 85 000 euros en fixe. Et ensuite, il y a le bonus. Et c'est là, ça va varier. On est généralement sur une fourchette entre 20 000 et 50 000 par an. En junior? En junior, donc première année d'analyste. Okay. Voilà. Après, bon, faut pas oublier les impôts, on va pas se mentir, c'est la partie moins marrante. Voilà. Donc ça, c'est donc tout ce qui est banque américaine, élite boutique. Voilà. Et ensuite, sur des plus petites structures, du style mid-cap, donc Bryan Garnier, un Natixis, on est aux alentours de... en tout cas, moi, lorsque j'étais en CDI, c'était autour de 80 000, 90 000, avec bonus.
Voilà, donc on peut aller jusqu'à 100 000 full package en mid-cap. Et après, les plus petites structures, ça varie, mais ça peut tomber aux 45 000, 50 000 sans bonus, avec un bonus qui dépasse pas les 10 000. Et donc, après, ce que tu nous vends comme étant un métier quand même hyper intéressant, des niveaux de salaire qui donnent envie, clairement, tu décides quand même de quitter la M&A. Pourquoi ? Ouais, alors c'est vrai que ça a été un choix super compliqué. Moi, je me souviens. Et puis, moi, pour le coup, j'ai adoré mon expérience. Alors oui, je vais pas mentir, il y a des moments où j'étais en train de pleurer sur le floor parce que je finissais à 3 heures du matin, parce que je bossais sur des projets que j'aimais pas. Je vais pas vendre que du rêve. Et franchement, le M&A, pour moi, c'est un peu comme la prépa de l'adulte et de la vie active. Tout simplement parce que quand je reparle aujourd'hui de prépa, je parle que des bons moments. Donc, comme le M&A, je parle beaucoup de bons moments. Mais c'est un métier qui a été très formateur. Aujourd'hui, c'est bête, mais si je vais voir des investisseurs, ma présentation, elle sera nickel parce que le M&A m'a appris ça. VS, quelqu'un qui a pas passé 3 heures à vérifier s'il y avait pas un point en fin de phrase. Tu vois, moi, face aux autres, j'ai une présentation nickel. Bref, ce métier a été hyper formateur. Je me suis quand même beaucoup donné pour arriver à rejoindre certaines structures. Certains me diront oui, c'est Crédit Suisse, c'est pas Goldman. J'avais eu l'offre de Citi, j'ai refusé parce que je préférais la culture de Crédit Suisse. J'ai eu mon offre chez Partners Group. Bon, j'ai eu pas mal d'offres intéressantes, mais quand bien même, c'est pas le sujet. Je quitte tout simplement parce que Crédit Suisse allait mal à ce moment-là, que je me suis rendu compte que je voulais faire de l'entrepreneuriat, que c'était maintenant qu'il fallait que je prenne le risque, que mes managing directors m'ont dit à ce moment-là, en vrai, Chiara, tu pourras toujours revenir dans l'industrie. J'avais d'ailleurs sécurisé en plus une offre de CDI en PE pour juillet d'après. Là, on est aux alentours de janvier, donc j'avais une offre dans 6 mois. Je me suis dit, écoute, si tu veux monter ton projet, fais-le maintenant, prends le risque. Dans tous les cas, tu n'auras aucune peine à revenir en arrière si besoin. En tout cas, j'en avais eu la confirmation et j'avais clairement eu la confirmation de la part de mes MD. Et du coup, je me suis dit, je prends le risque. Je fais un job qui me permet d'avoir du temps, de bien gagner ma vie, d'avoir aussi d'autres compétences de sales, parce que quand tu montes ta boîte, faut savoir quand même vendre un produit. Moi, c'est pas mon point fort. C'est pour ça que j'ai rejoint aussi Databricks. Et en fait, quand j'ai rejoint Databricks, ça m'a beaucoup appris. J'ai pas forcément... Attends, excuse-moi, je vais t'interrompre. Du coup, tu rejoins Databricks en tant que sales, mais tu dis que c'était pas ton point fort. C'est pas mon point fort dans le sens où, disons que, oui, vendre un produit qui n'est pas le mien, c'est compliqué. Tu vois, je voulais développer cette compétence. Après, tu sais, en sales, quand t'as une aisance à l'oral, que tu arrives à comprendre le produit, et puis c'est surtout des soft skills, franchement, tu rejoins assez facilement. Ça se bosse aussi. Après, oui, je dirais que c'est pas mon point fort aujourd'hui, j'ai ma boîte, c'est pas mon point fort d'être sales. Mon associé est génial là-dedans. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, et tout simplement, je décide de quitter le M&A pour ces raisons-là. J'ai pris le risque parce que je voulais créer mon entreprise. Et je me suis dit, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. C'est une expérience. Et c'est pas à 30, 35 ans, quand j'ai une famille, potentiellement un prêt sur le dos parce que j'ai voulu m'acheter une maison, que je vais le faire. Donc j'ai pris le risque et ça a plutôt bien marché. Et du coup, donc tu dis ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous clarifier un petit peu? Donc, tu avais un projet entrepreneurial, tu rejoins une nouvelle boîte en tant que sales. Donc, comment tu naviguais en fait les deux et en quoi consistait du coup ce projet entrepreneurial? Ouais. Alors, du coup, sales, c'est vrai que c'est un métier qui est basé. Enfin, t'es payé. Bon, t'as ton fixe, puis t'as tes commissions. C'est un métier où il faut être extrêmement organisé, mais du coup, le M&A, ça m'a appris ça. Et en fait, dès que j'avais mon quota, et comme Databricks, c'est quand même un très bon produit à vendre, dès que j'avais mon quota, en fait, tu sais, c'est un taf de 9h, 17h. Okay. Et encore, quand tu fais ton quota, moi, je faisais autre chose. Donc, je bossais beaucoup moins qu'en M&A, ce qui m'a plongée, en fait, dans une phase d'ennui. Et je dis pas ennui de je regarde en l'air ou je vais me bourrer la gueule le soir. Mais en fait, ça m'a poussée à réfléchir, à me poser des questions sur moi, me poser des questions sur ce que je voulais faire. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à être très créative. De base, je me disais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure et c'était marrant, je suis pas créative, je suis dans la finance. Mais pas du tout. En fait, tout le monde, je pense, est créatif. C'est juste qu'on n'a pas le temps. On n'a pas ce moment d'ennui, on a le temps de se poser des questions à soi sur vraiment ce qu'on veut faire et de réfléchir tout simplement. D'explorer cette créativité. Exactement, et d'aller la chercher. Donc j'ai eu cette phase d'ennui où je me retrouvais et je me suis dit, le soir, je ressens ce besoin d'aller chercher quelque chose, d'avoir un projet. Moi, initialement, j'avais commencé à travailler sur la création d'une marque de vêtements sport éco-responsable. Après, avec un peu de recul, c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement et j'avais
mis pas mal d'argent dedans et de temps. Et puis, c'est pas un projet... Enfin, en tout cas, au début, c'est pas scalable, c'est pas rentable. Donc, bon, j'avais bossé dessus et j'avais continué à bosser dessus. J'avais commencé un petit peu à poster des trucs sur LinkedIn, sur le lifestyle et justement faire ce lien entre les métiers très prenants, la finance et trouver une bonne équipe de vie. Et en fait, un jour, un post a explosé sur LinkedIn où je parlais de mes 100 heures de travail par semaine. Enfin, j'ai fait une semaine à 100 heures. Et en fait, c'est là où ensuite j'ai été invitée sur le podcast de Jo Caris, du coup, parler de M&A. Et en fait, après ça, j'ai eu une énorme demande. Et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, et où je travaillais un peu sur mes posts LinkedIn, où ma créativité, elle était en train de se développer. Et c'est vrai que moi, j'adore enseigner, j'adore... apprendre des meilleurs aussi. J'ai commencé à me dire... Et j'ai toujours eu ce truc de... j'adore aider les gens. Oui, les gens vont me dire, oui, tu fais une formation, peut-être pas vraiment. Bon, au bout d'un moment, il faut bien rentabiliser son temps. Mais mes potes, c'est moi qui les coachais pour trouver leur stage. Et en fait, après ça, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande où les étudiants avaient besoin d'un capital humain et d'être accompagnés personnellement en fonction de leur profil. Et c'est comme ça que j'ai lancé Edge et que je me suis associée sur le projet. Excellent. Et aujourd'hui, donc concrètement, donc vous accompagnez uniquement des étudiants ou qu'est-ce que vous faites concrètement via Edge? Combien d'étudiants vous avez accompagnés? Et en fait, qu'est-ce qui vous différencie, comme tu le disais un petit peu plus haut, des autres acteurs du marché? Alors aujourd'hui, donc on a lancé ça octobre dernier, donc on est assez jeune. On a accompagné plus de 300 étudiants d'écoles différentes, universités, écoles différentes. On a quelques étudiants aux US, quelques-uns aussi au Royaume-Uni, la plupart du temps. Sinon bon, Italie quelques-uns, donc à la Bocconi, la plupart en France. Franchement, 95% des étudiants sont placés en stage. Et donc, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est donc un système de mentorat et de coaching personnalisé où chaque étudiant va avoir un mentor. Jordan, mon associé, moi-même sommes également présents et on va offrir un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que en fonction de son profil, donc tous les étudiants ont accès à la communauté où les étudiants échangent, se donnent des conseils, se repassent les stages entre eux aussi, ils se partagent les questions qu'ils ont eues en entretien. Donc là, c'est vraiment général. Chaque étudiant a accès à son folder personnalisé, son drive où il y a toutes les choses qui vont lui permettre de réussir en entretien. Donc, ce soit les compétences techniques, fit, CV, bon template, cover letter, enfin, bref, tout ça. Il a accès à une plateforme également, où là, il a du contenu e-learning. Et en fait, la plus-value, ça va être il va avoir sa petite conversation WhatsApp avec Jordan, moi et surtout son mentor. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de coacher 300 étudiants en même temps. Et il va avoir accès à son mentor où là, il va pouvoir poser ses questions plus personnellement. Avant chaque entretien, il va avoir des entretiens blancs également inclus, qui est, je pense, la grosse valeur ajoutée. Parce qu'il y a une différence entre le fait d'apprendre quelque chose et savoir le restituer à l'oral. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Il a des suivis sur 3 mois, 6 mois, 8 mois ou 12 mois, en fonction du choix de l'étudiant. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, il a des catch-up. Nous, on fait du coup des lives assez souvent. Et on a vraiment cette proximité avec les étudiants, je pense, qui est assez différenciante. Moi, là, j'ai 2 étudiants qui, aujourd'hui, sont devenus mentors et avec qui j'étais au restaurant il y a quelques semaines. Donc voilà. Et qu'est-ce qui te passionne dans le fait de faire ça? Qu'est-ce qui t'anime? En fait, pour le coup, c'est vraiment le fait de voir l'impact que je vais avoir. C'est bête, mais même si aujourd'hui, je vais pas coacher tous les étudiants et qu'il y a des mentors, le fait d'avoir créé ce programme et de voir qu'il y a des étudiants qui pensaient pas forcément réussir en M&A ou des étudiants qui arrivent à décrocher leur stage en M&A à la fin et le fait qu'ils soient trop contents. Et en fait, de les voir à ce moment-là réussir, moi, je suis trop contente, en fait, de pouvoir, moi, j'adore aller donner des conférences, donner des conseils. C'est vraiment transmettre ça, qui m'intéresse énormément. Et je pense que, voilà, à terme, je resterai pas forcément que dans la finance, mais je resterai toujours dans le fait de vouloir transmettre quelque chose et aider justement les jeunes aujourd'hui à trouver leur voie. Je suis pas du tout là à dire faut absolument faire du M&A ou du private equity, c'est la voie royale. Moi, je suis juste là pour partager mon expérience et je pense que voilà, faut pas avoir fait 10 ans M&A pour pouvoir se permettre de donner des conseils. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est transmettre et aider. Et je pense que c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie en tout cas. Voilà. Est-ce que ça reste accessible? Parce que c'est vrai que ce genre de métier aujourd'hui, malheureusement, on peut constater que en fait, c'est beaucoup de reproduction sociale. Et donc, comment aujourd'hui tu arrives aussi à trouver un équilibre entre gagner de l'argent
proposer une formation qui permette à n'importe qui de pouvoir rejoindre une boutique M&A ou une grosse banque et finalement avoir aussi cet impact-là auprès des personnes qui sont parfois oubliées. Ouais, bien sûr. Alors déjà, tout ce qui est en termes de formation, et d'ailleurs on a fait un partenariat avec TrainingView qui sont justement des formations e-learning à plus bas coût. Moi, je considère que c'est un investissement. Alors oui, forcément, je peux pas dire ça. Les gens vont me dire oui, mais pas tout le monde a, 2000 euros à mettre dans une formation. Ça, je peux totalement concevoir. Et moi, j'ai réussi toute seule. Et je dis pas que les gens ne peuvent pas y arriver seuls, mais je considère que c'est quand même un investissement. C'est des métiers, c'est comme un prêt étudiant. Au final, quand tu rentres dans ces métiers-là, tu gagnes des salaires, on l'a mentionné, qui sont quand même assez intéressants, qui te permettent d'avoir un bon matelas financier et de bien commencer ta vie. Donc oui, il y a la formation qui te permet d'aller vite, et donc ça, faut le considérer comme un investissement. Après, aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de partager mon expérience, de donner des tips. Tous les mardis, je partage des ressources gratuites aux étudiants, j'organise des challenges gratuits. Donc j'essaie vraiment de démystifier ce métier-là et de permettre aux personnes qui justement sont un petit peu oubliées ou mises sur le côté d'avoir accès à une information qui était pas forcément ouverte à tous dans le passé. Et il y a notamment aussi des structures comme SEO Europe avec laquelle que j'ai faite, que j'ai rejoint d'ailleurs en tant qu'étudiante à l'époque, aujourd'hui en tant qu'alumni, qui est en fait une association et un programme qui permet à des personnes un petit peu justement oubliées, qui n'ont pas forcément accès à cette information-là, de rentrer dans ce monde-là. Et donc il y a plein de moyens aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi de pouvoir contacter des personnes et de se faire aider. Donc je pense qu'il faut vraiment leverager les réseaux sociaux aujourd'hui, et j'entends les réseaux sociaux pas que TikTok et Instagram, mais LinkedIn, pour justement rentrer dans ces milieux-là. Moi, justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est le fait que tu sois beaucoup dans le partage, c'est hyper important. Et comme tu dis, oui, c'est un investissement, c'est hyper important d'investir en soi. Après, bien évidemment, c'est pas toujours simple, c'est plus facile de le dire. Et c'est la raison pour laquelle des personnes comme moi sommes aussi là sur les réseaux pour partager et rendre accessible cette information-là. Ouais, et c'est hyper intéressant, et je pense qu'il y a vraiment cette dynamique-là de partage aujourd'hui qui est en train de se créer. J'espère qu'en tout cas les écoles, et c'est pour ça qu'il y a un vrai changement autour des études supérieures et des écoles, mais j'espère qu'il y aura un vrai tournant là-dessus, parce que aujourd'hui quand on rentre en école, on paie un certain coût, on est censé avoir accès à de la donnée, à une certaine donnée. Et donc c'est trop cool qu'il y ait cette dynamique-là qui est en train de se créer, et c'est trop cool, ouais. Et justement, tu as parlé de SEO Europe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc, tu as présenté brièvement, mais voilà, à qui ça s'adresse concrètement? Comment bénéficier? Voilà, est-ce que tu peux revenir plus en détail là-dessus? Ouais, ce sont des programmes qui sont conçus pour justement des personnes, donc plutôt des minorités, okay. Donc des personnes qui justement ont pas des parents qui baignent dans le milieu, ou qui justement ne sont pas si favorisés que ça. Donc faut candidater en ligne directement sur le site SEO Europe. Il y a certains critères à cocher lors de l'application. Et après, les étudiants sont sélectionnés. Et en fait, lorsque tu rentres dans ce genre de programme, ça te donne accès à des webinaires, ça te donne accès à des événements de networking directement avec des opérationnels et des banques. Il y a des masterclass qui sont organisées par des infrastructures de formation, des structures de formation pour faire des masterclass, comment faire un bon CV, de bonnes lettres de motivation, des masterclass plus techniques. Donc en fait, tu rentres un petit peu dans le milieu de la finance, et ça te donne un petit peu les conseils auxquels tu n'aurais pas eu accès initialement. Et donc tu peux aussi, moi je sais que j'avais participé à un événement à Londres, parce que moi j'étais à SEO London. SEO Europe, ça a été créé assez récemment, mais j'avais participé à un événement de networking immense où il y avait eu les plus grosses banques qui étaient présentes. J'avais pu échanger avec des opérationnels. C'est là où j'avais vraiment dit ok, je veux faire de la finance, parce que je trouvais les gens un peu stylés, et j'avais rencontré plein de jeunes qui étaient d'ailleurs dans des secteurs totalement différents, géopo, médecine, histoire de l'art, enfin pas du tout de la finance. Et justement, c'était grâce à ce programme-là que j'avais eu pas mal de tips sur le CV et pas mal de tips sur le networking. Ouais. Excellent. Et justement, tu as mentionné le fait que en finance, on gagne de gros salaires, etc. Moi, j'aime bien parler d'argent, et notamment d'investissement, parce que c'est très bien d'avoir de l'argent, mais si on ne sait pas bien l'investir, ça ne sert absolument à rien. Et donc voilà, est-ce que toi, tu investis et si oui, quels sont les investissements que toi, tu fais?
Oui, alors c'est vrai que je pense que sûrement, beaucoup de personnes vont se reconnaître, mais moi, j'ai jamais été trop investissement. Enfin, j'ai jamais été trop investissement. Et puis, bah, surtout là, on est jeune. Moi, j'étais très. Faut que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de cash, et après on verra. Euh, j'ai pas mal évolué là-dessus. C'est vrai qu'on a aujourd'hui maintenant avec YouTube, les livres et tout, on peut pas mal s'enseigner. Moi, je suis pas la plus riscophile, donc j'ai fait des investissements assez safe, on va dire, et surtout, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. C'est quelque chose où c'est ma nouvelle résolution 2025, mais du coup, moi, j'ai tout placé sur les ETF. Enfin, même S&P 500, moi, je suis sûre de pas regarder. Je sais que mon argent, il travaille. Alors oui, je ferai pas des rentas, voilà, énormes, mais voilà, mon argent travaille et ça m'apporte quand même des petites rentas sympas et mon argent ne pourrit pas sur mon compte en banque. Puis, j'ai fait un peu de crypto, j'avoue. Ok. Ça donnait quoi? Bitcoin, Ethereum. J'ai pas mis énormément. Ok. Franchement, j'ai pas mis plus de 10 000 balles parce que... En fait, j'y crois et d'un côté, je me dis, ah, punaise, j'ai pas trop envie de perdre de l'argent. Et j'estime que aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'arriver à un certain stade de cash. Peut-être que c'est une trop grosse somme, mais et de revenus par mois avant d'investir dans des choses risquées. Et ensuite, bah là, j'investis forcément dans l'IMO. Alors, pas trop non plus, parce que, voilà, immobilier locatif, voilà. Moi, je veux que faire de la location pour l'instant, donc du revenu locatif. Donc là, je suis en train d'investir actuellement et acheter plusieurs appartements dans ma ville, enfin à Nice, quoi, pour voilà avoir quand même du patrimoine. Mais je recommande pas non plus de faire de l'immobilier massif parce que ça peut être une perte de temps et d'argent. Voilà. Mais c'est mes 3 branches d'investissement, disons. Et surtout, là, j'investis dans mon business, qui est quand même très important. On va pas se mentir. Tu investis comment dans ton business? Bah, tout Parce que c'est simplement. purement digital, du coup. Ouais, mais Mhm. alors oui, mais tu as quand même de l'investissement sur le produit que tu vas offrir, tu vois. C'est du temps aussi. Là, je suis en train d'employer. C'est surtout des personnes, enfin des mentors. Donc oui, je les emploie typiquement pour faire grossir la structure. Là, je suis sur un autre projet qui est plutôt un produit tech. Qui reste toujours orienté sur la partie formation, coaching, mais ça reste le développement d'un produit tech. Donc c'est comme ça que je l'investis. Pour moi, c'est réinvestir de l'argent que je fais pour améliorer mon produit quotidiennement, tout simplement. Et puis, bon, bah voilà, le développement des réseaux, ça reste aussi de l'investissement. Donc voilà, c'est les 3 branches d'investissement. Et pour moi, tu vois, typiquement, l'investissement de mon temps, et ça, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est de l'investissement aujourd'hui. Alors, ça se... Et typiquement, si tu l'investis proprement, ton temps, tu peux faire plus de cash et donc générer plus d'argent. Et quelles sont tes ambitions à long terme? Alors, c'est vrai que j'ai toujours, disons que c'est dur de me dire oui, mon objectif c'est d'atteindre cet objectif de vie. Je pourrais pas te dire en termes d'argent, j'ai même pas envie de me mettre de limite parce que je m'en mets pas. Aujourd'hui, pour moi, la richesse, oui, je veux être riche, mais pour moi, la richesse, ça se lie avec la liberté. C'est-à-dire que plus tard, oui, j'ai mes ambitions plus personnelles, d'avoir une famille, tu vois, d'avoir mes enfants, d'avoir ma maison, de fonder tout ça. Et je pense qu'à un certain moment, mes priorités changeront parce qu'aujourd'hui, mes priorités, c'est de faire grossir mon business, le fait qu'il soit de plus en plus scalable, de devenir la référence de coaching et de formation pour la finance, mais même au-delà, de monter d'autres projets. Et ça, je me mets pas de limite. Donc ça, c'est mes ambitions là sur les prochaines années et d'avoir un vrai impact auprès des étudiants et auprès de la communauté que je construis. Donc voilà, je dirais que c'est ça mes ambitions, mais surtout oui, d'à terme être libre et de pouvoir plus passer dans le management, donc manager mes projets, et à terme, pourquoi pas, et ça reste une idée que j'ai dans la tête, mais de pouvoir à mon tour, quand je serai plus senior, que j'aurai de l'expérience dans l'entrepreneuriat, en tout cas une vraie crédibilité, à terme pouvoir m'investir et aider des jeunes qui souhaitent lancer leur business et pourquoi pas monter un fonds de VC. Après, je dis ça maintenant, mais je me laisse l'opportunité du choix, quoi. Donc voilà. Trop bien. Et justement, tu viens de quel type de milieu?
Alors, moi, je viens d'un milieu. Alors, je viens pas forcément d'un milieu défavorisé. Hein. Mes parents sont chercheurs en géophysique, donc ils ont eu accès à une certaine éducation. Mais ce sont des scientifiques, donc tout ce qui est commerce, finance, entrepreneuriat. Ils m'ont jamais forcément poussé dans ce milieu. Pour eux, les banquiers, ils ont pas forcément une bonne image des banquiers. C'est plus les personnes qui te font perdre de l'argent. Donc j'ai eu la chance en fait de plonger dans un milieu qui me permettait d'avoir accès à une éducation, tu vois, la prépa. Mais par contre, voilà, après, dans ma famille, on est très, très différents, j'avoue. C'est dur de parler de famille parce que bon, j'ai pas forcément été poussée dans ce milieu-là. Mais en tout cas, oui, j'ai la chance d'avoir quand même accès à une certaine information, en tout cas pour tout ce qui est prépa. Mais après, sur le reste, entrepreneuriat et tout, c'est vrai que je me suis forgée toute seule, je me suis renseignée toute seule. J'ai pas forcément de soutien là-dessus. Donc, encore une fois, c'est moi qui suis allée me renseigner. J'ai énormément regardé de vidéos YouTube. J'ai lu pas mal de livres qui ont fait que je me suis lancée là-dedans, quoi. Et encore une fois, je me suis créé mon réseau. Et aujourd'hui, je m'inspire des meilleurs. C'est pas ma famille, mais plutôt des personnes dans l'entrepreneuriat. Des exemples, par exemple. Franchement, j'irai pas jusqu'à dire Elon Musk, Jeff Bezos et tout, parce que c'est des trucs classiques. Mais moi, récemment, il y a un livre que j'ai lu et qui m'inspire énormément, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est un des plus gros business angels de l'histoire. Il a une vision de l'entrepreneuriat qui est assez particulière, mais que j'admire particulièrement. Et justement, je fais ce lien avec le fait d'être riche, d'être aussi libre et apprendre à être heureux. Et typiquement, c'est bête, mais même mon meilleur ami, qui est le fondateur de Mysteria, il m'inspire. J'ai des potes aussi qui créent leur entreprise, qui m'inspirent. La semaine dernière, j'assistais à pas mal de conférences sur la création de contenu. Donc je pourrais en citer, hein, mais Théo Lyon, que je connais bien, qui a fondé Kudak, Guillaume Moubèche aussi. Christopher Wangen, Valran qui a créé le crayon. En fait, c'est bête, mais j'ai des références de grandes personnes et de gros entrepreneurs. Donc, comme je disais, moi, Elon Musk, c'est peut-être un fou, mais j'admire cette personne. Mais au final, c'est aussi des personnes à plus petite échelle, mais qui sont là pour te conseiller, qui sont là pour t'écouter, qui sont accessibles et que j'admire tout simplement parce qu'ils sont meilleurs que moi et que je tends, non pas à être comme eux et à leur ressembler, mais en fait à devenir soit meilleur qu'eux ou soit m'inspirer de ce qu'ils ont appliqué pour l'appliquer à mon tour et devenir encore meilleur, quoi. L'entourage, c'est important. Ouais, hyper important. Moi, je pense que les gens qui disent je me suis construit tout seul, je réussirai tout seul, c'est faux. Moi, depuis que je suis entourée et que je baigne dans cet écosystème-là, j'ai jamais autant réussi. Et en fait, le fait d'apprendre, et non pas d'envier et d'être jaloux des autres et des gens meilleurs, mais de s'en inspirer, de se dire ok, je vais devenir encore mieux, quoi. Et l'entourage, ça fait tout. Et au-delà de ses amis, s'entourer des personnes qui te tirent vers le haut, qui vont t'apporter des critiques constructives et qui vont te permettre tout simplement de les appliquer et de t'améliorer, quoi. Et quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui regarde dans ta direction et a envie d'avoir un parcours un peu similaire, que ce soit en finance, que ce soit se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu dirais? Oui, alors déjà, travailler à fond. Oui, c'est cool de profiter de sa jeunesse, c'est hyper important, mais je pense qu'il y a un équilibre. Pensez aussi long terme. Quand vous aurez 30 ans, il vous restera très certainement 60 ans à vivre. Donc donnez-vous à fond. Si vous êtes passionné par quelque chose, lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer, même sur les réseaux. Ayez pas peur des autres, ayez pas peur du jugement. Si vous êtes drivé par quelque chose, n'ayez pas peur. Prenez des risques. Voilà, c'est maintenant qu'on peut les prendre. Et surtout, moi, je dirais oui, le travail à fond. Travaillez, mettez 100% de vos efforts dans ce que vous voulez faire. Et surtout, encore une fois, inspirez-vous des autres. Documentez-vous. Aujourd'hui, on a accès à de l'information sur YouTube, partout, tout le temps. Même sur Twitter, c'est bête, c'est mais vous pouvez vous renseigner sur tout et n'importe quoi. Et surtout, c'est gratuit. Mais voilà. Faites bien attention aux sources quand même. Bien évidemment. Bien évidemment, il y a un peu de tout. Oui. Il y a à boire et à manger. Exactement. Mais voilà, renseignez-vous. Et voilà, en école, petit clin d'œil, en école de commerce, oui, c'est cool de profiter. Mais essayez d'optimiser ça parce que les soirées, oui, on en a tous les soirs. Mais par contre, c'est un moment où aussi on a de l'énergie, du temps qu'on peut investir et on peut faire de grandes choses. Très bien. Et si tu as un dernier conseil carrière à donner et qui peut être applicable
peu importe, hein, peu importe le sujet, peu importe, voilà, le réseau. Construisez votre réseau. Ok. Allez participer à des événements, tu vois, que ce soit des événements d'entrepreneuriat, mais même si vous êtes passionné par un secteur, allez dans des forums, participez à des webinaires. Donc voilà, construisez votre réseau dès le début et n'ayez pas peur d'aller aborder des personnes qui vous paraissent inaccessibles parce que c'est faux. Voilà, tentez. Au pire, vous n'aurez pas de réponse, c'est pas grave. Mais si vous obtenez une réponse, ça peut être le début d'une belle histoire, on va dire. Donc voilà. Et c'est à ce moment-là que les opportunités se créent, c'est avec les rencontres, je pense. Excellent. Voilà. Merci beaucoup, Chiara. Merci à toi pour l'invitation, c'était trop cool. C'était un plaisir. J'ai beaucoup appris. Je pense qu'on a beaucoup appris ce soir. Et puis, je te dis à très vite. À très vite, avec grand plaisir. Merci. Et surtout, beaucoup. Abonnez-vous. Oui. À bientôt. Salut.